C'est les organisateurs, les instigateurs de ce colloque consacré à Fanon. Et aussi, je remercie les organisatrices, les femmes et les hommes qui sont dehors, qui font office d'accueil et d'organisation et d'orientation et d'information. Ils font office de bureau d'information concernant le déroulement du colloque. Alors moi, je remercie aussi l'auditoire de sa présence dans cette salle et je me propose dans cette communication sous le titre Fanon et le fanonisme dans l'Algérie indépendante. La première chose, j'ai 2 points à traiter. La première chose, c'est une biographie express pour cadrer notre sujet, pour lui donner une certaine clarté et puis des pistes de recherche. Mais très simple. Alors, la biographie express, elle est très nécessaire pour comprendre la pensée et l'engagement de Frantz Fanon pour la cause de la révolution algérienne. Je parle d'abord de ses œuvres principales, Sociologie d'une révolution, l'an 5 de la révolution algérienne, dans lequel il dénonce l'absence de l'engagement de l'intellectuel dans la révolution et dans la pensée. Vous connaissez Les damnés de la terre, Peau noire et masque blanc. Les damnés de la terre a été publié en 1961 aux éditions François Maspero. Et vous avez Peau noire, masque blanc pendant la même période pour la révolution africaine. Et c'est là où il revient de rechef, une fois de plus, sur l'absence tragique de l'intellectuel dans l'engagement politique. Alors, Fanon est né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France. Donc, il est d'origine martiniquaise, né dans une colonie française et qui a été intégré dans la République française Manu Militari. Il s'est éteint à Washington le 6 décembre 1961 à l'âge de 36 ans suite à une leucémie. Rapatrié de Washington, il faut que j'insiste sur ce point, rapatrié de Washington dans un cercueil par le FLN, il sera inhumé au cimetière du Chouhada à Tunis avant d'être rapatrié, c'est-à-dire franchi par un groupe de maquisards qui lui fait franchir la ligne Maurice pour l'enterrer en terre algérienne. Cet acte de la part du FLN a été un acte de reconnaissance. Il fut d'abord médecin à l'hôpital psychiatrique de Bléda. Il est de formation bien sûr psychiatre, avant de se convertir lui-même en écrivain. Il était médecin en chef, il a été affecté dans cet hôpital en 1953. Il donnera bien sûr je crois à Lacoste sa lettre de démission avant de rejoindre les rangs de la LN où le FLN lui confiera un certain nombre de missions, parmi lesquelles membre de la rédaction de l'organe officiel de l'Moudjahid. Ensuite, il est envoyé comme ambassadeur au Ghana par le gouvernement provisoire de la République algérienne. Alors, il a été victime d'attentats. Il a échappé de justesse à des attentats de la part de la DST, des services secrets français au Maroc et en Italie. Moi, je vais vous parler de François Fanon. Comment est la réception, la manière dont l'Algérie indépendante a traité l'accueil qui a été réservé à Fanon dans l'Algérie indépendante
surtout de la part de quelques intellectuels, notamment de la part d'une coterie d'arabophones et d'islamistes. L'accueil qui lui a été réservé par l'Algérie n'est pas à la hauteur de l'engagement de Fanon pour la cause de l'indépendance algérienne. Alors Fanon et ses détracteurs, c'est Fanon et ses ennemis dans l'Algérie indépendante. Quels sont ses ennemis? Tout simplement Malik Ben Nabi, Abdelaziz Khaled, Mohamed Chérif Sahli, oui, et ses épigones qui sont Rachid Ben Issa, actuellement il est à l'UNESCO, Nourdin Bokroh et un certain Kendoudi Abdelaziz qui est le moins connu. De quoi s'agit-il? Pour Sahli, comme pour Malik Ben Nabi, un homme, Fanon, est un chrétien, un étranger, il n'a pas le droit de parler de l'Algérie. Déjà, c'est un racisme avant l'heure, c'est-à-dire, ces intellectuels, par exemple, ils ont même qualifié la colline oubliée de Mouloud Ma'amri comme une colline de reniement. Pour eux, l'histoire doit être écrite par les tripes du nationalisme algérien borné et étroit. يعني التاريخ الجزائري لازم يكتب من قبل جزائريين يعني متعلقين بالجزائر عاطفيا avec leur tripe. C'est-à-dire c'est le sentimentalisme, le romantisme, العاطفة والقومية ضيقة الأفق والإسلام أيضا المتعفن يعني المزور تزوير الإسلام من قبل يعني فئة محدودة الفكر هي اللي تكتب تاريخ الجزائر بالبندير والغايطة. L'apologie, on appelle ça l'apologie. Et tous les drames vécus par l'Algérie post-indépendance sont des drames qui s'originent, qui plongent leurs racines dans une politique d'apologie pour le nationalisme algérien dans sa version étriquée. Parce que le FLN, c'était un mouvement laïque, révolutionnaire, c'est un mouvement qui était même universaliste et qui avait vraiment bénéficié d'une sympathie mondiale de la part de tous les pays du monde. Le FLN, c'était un mouvement révolutionnaire, je dirais, c'est le mouvement des plus révolutionnaires du XXe siècle. Mais qui s'est dégradé après l'indépendance par une politique imbécile des régimes, des gouvernements successifs de l'Algérie qui ont poussé l'Algérie au repli sur soi. يعني الانطواء على النفس, l'autosatisfaction, l'arabisation à outrance. Je n'incrimine pas l'arabisation ni l'islam. J'incrimine la manière dont l'arabe a été utilisé, exploité de manière idéologique et de manière intéressée. Par exemple, les Libanais chrétiens utilisent l'arabe de manière intelligente, comme langue scientifique, comme langue de civilisation. Je parle des chrétiens pour ne pas parler des musulmans. De même, les Israéliens, les sionistes, nos ennemis, utilisent l'arabe de manière intelligente, et pas de manière bête. Nous, on veut combattre l'Occident par la prière, par la barbe et par le hijab. Ça ne marchera pas. Ils nous auront. Ce n'est pas par le rituel. Alors je retourne à Malik Ben Nabi. Malik Ben Nabi comme Sahli. Ils ont toujours critiqué de manière sévère l'œuvre de Fanon et les œuvres qui ont été écrites par d'autres étrangers qui étaient pourtant
pour la révolution algérienne. Et je vais vous citer un passage très significatif de Sahli lorsqu'il s'agit de Fanon. Sahli, dans son ouvrage, je vais citer parce que c'est très significatif. Je ne vais pas paraphraser, je vais citer Sahli lui-même. Qu'est-ce qu'il dit à propos du roman de Mouloud Ma'amri, qui est un patriote, qui est un littéraire, qui est un nationaliste, c'est très connu, pour ne pas parler. Pour lui, pour Sahli, Ma'amri n'est rien d'autre qu'un renégat. De la même manière, Fanon aussi. Alors, il qualifie le roman de Mouloud Ma'amri, la colline oubliée, il la qualifie de renima, c'est-à-dire de négation de l'identité algérienne, ce qui est complètement faux. Et donc, il a fait une écriture fallacieuse, trompeuse du roman de Mouloud Ma'amri. Alors, dans un article paru sous le titre, sous ce titre, la colline de reniement, dans l'organe des ulama, intitulé Le jeune musulman, en date du 1er de 2/1/1953, Sahli, il dit une œuvre, yani kitab, signée d'un Algérien, ne peut donc nous intéresser que d'un seul point de vue. Quel est ce point de vue? Quelle cause sert-elle? Quelle est sa position dans la lutte qui oppose le mouvement national au colonialisme? C'est une accusation implicite. Ça veut dire que Mouloud Ma'amri, c'est un renégat. Il est antipatriote. Quelle est sa position dans la lutte, etc. Ça, il l'a écrit en 1962 dans son ouvrage intitulé « Décoloniser l'histoire ». Le même Sahli, il prétend que tout ce qui a été écrit par les Français est à rejeter. Et cette idée, tout ce qui a été écrit par les colonisateurs français est à rejeter, on le trouve chez des enseignants, des professeurs et des maîtres de conférences qui ont été nourris au lait de l'arabisation anarchique et désordonnée. يقول لك كل ما كتب الاستعمار ما يفيدناش كله يعني تزوير الى اخره. في العوض باش يغربلوا المعلومات اللي خلاها الاستعمار اللي كتبوها الفرنسيين يقول لك سي à rejeter. De la même manière, l'œuvre de Fanon, elle est à rejeter parce qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman, il est étranger. Oubliant que Fanon a été très très loin dans l'engagement pour la révolution algérienne. Tout cela a été oblitéré, rejeté dans les oubliettes de l'histoire. Rachid Ben Issa, il est l'un des épigones avec Bokrouh, qui vit en Algérie, le chef de parti, le Parti national algérien, hein, ce sont les épigones, les imitateurs et les propagateurs de cette idée de Ben Nabi et de Sahli. Et je peux ajouter aussi un autre historien, Aboul Qasim Saadallah, qui a produit une œuvre monumentale sur l'histoire culturelle de l'Algérie, mais qui finalement a été lui-même une imitation de la revue africaine. Il fait passer les idées qu'il a puisées de la révolution, de la revue africaine, pardon, qui est une revue française qui a été fondée durant la première décennie du 19e siècle. Il a lu pratiquement toute la revue africaine, il l'a traduit mais mal, et il a récupéré les idées comme s'ils étaient les siennes.
Alors, toute une génération d'arabisants, nous avons la preuve tangible, j'ai la preuve tangible que la plupart des idées d'Abul Qasim Saadallah, dont certaines œuvres ont été faites à partir des articles, des débats qui ont eu lieu dans les années 60-70, à la suite aussi de débats qui a opposé Mustafa al-Ashraf avec Shrayat à propos de l'arabisation, on retrouve les articles d'Abul Qasim Saadallah qui ont été publiés sous forme de livres et dans lesquels Abul Qasim Saadallah il apparaît tantôt comme le Mujahid, comme le combattant du FLN, tantôt comme le patriotique algérien par excellence, le nationaliste, tantôt comme l'arabo-islamiste, une ambiguïté totale. Alors, pour Malik Ben Nabi, il reprend les mêmes thèses, quasiment les mêmes thèses, parce qu'ils ont vécu durant la même période que Sahli, et pour lui, la rénovation de l'islam, de l'islam, elle passe pour le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est-à-dire au fondamentalisme musulman expurgé, discoré et de légendes qui l'ont encombré à travers les périodes historiques. Pour Ben Issa, il prétend que Ben Nabi, il est allé plus loin que Cheikh Al-Afghani, Abdou, Rida et Ben Badis dans la rénovation de l'islam. C'est-à-dire qu'il aurait donné à l'islam, dans sa vocation de l'islam, son ouvrage fameux sur la vocation de l'islam, il aurait donné une dimension à la fois scientifique, humaine et patriotique à l'islam algérien. Et par conséquent, l'Algérie devrait s'inspirer de l'œuvre de Malik Ben Nabi et bien sûr de tous les gens qui ont exalté, magnifié l'arabe et l'islam. L'arabisme et l'islam, c'est comme l'identité algérienne était réductible à l'islam et à l'arabité. Alors, que dis-je d'autre? Je vais vous citer la thèse essentielle, un paragraphe très court, je ne vais pas vous fatiguer. La thèse centrale de Fanon, qui va plus loin dans sa critique du colonialisme que Malik Ben Nabi et Sahli. Il va trop loin. Comment Fanon, il montre que l'approche, la conception du colon, le colon, comment il déshumanise le colonisé. Il le réduit à une sorte d'insecte, à des bestiaux. Il regarde l'Africain noir ou blanc comme un insecte. Je vais lire, vous allez m'écouter, hein. C'est pas moi, mais je vais essayer de lire. Il dit, le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion au mouvement de réputation du jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. D'accord? Et voilà, l'Algérie n'a pas honoré comme il le faut, comme il le fallait, la pensée de Frantz Fanon. Et la plupart
de la génération actuelle post-indépendance des années 80, 90 ne connaît pas Fanon. Il y a très peu qui le connaissent. Et même ceux qui l'ont étudié, ils l'ont mal étudié, ou très mal. Je ne dirais pas qu'au roi Djia, il a mieux étudié que les autres, hein, mais c'est une façon de... Bon, laissez-moi rire. Hein. Parce qu'on Alors, il décrit le complexe du colonisateur dans les damnés de la terre, comme dans Peau noire et Masque blanc. On le sait, le complexe du colonisateur, il se manifeste comment? Comment il se manifeste-t-il? À travers l'affirmation hautaine, méprisante de supériorité raciale. C'est ça. Par rapport au colonisé, lequel colonisé admet en dépit de lui son infériorité. C'est-à-dire, à force de dire que nous sommes sous-développés, que les Français viennent de nous coloniser, que viennent pour nous civiliser, on finit par y croire. C'est-à-dire que le complexe de supériorité engendre son contraire, le complexe d'infériorité. Et dans Peau noire et Masque blanc, il montre comment le noir, smahli mon ami malien, je suis complètement désolé, qu'est-ce qu'il dit dans Peau noire et Masque blanc? Il dit mes frères martiniquais, ou les noirs en général, ils singent le blanc pour lui ressembler, pour lui plaire, et ils essaient de l'imiter dans ses gestes, dans ses effets vestimentaires. Mais l'Africain blanc algérien aussi, il a essayé d'imiter le blanc. Il n'y a pas que le noir. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à force d'inférioriser le colonisé finit par y croire. Bon, écoutez, je suis bavard, mais je vais m'arrêter ici. Je laisse la parole à la salle. D'accord, merci.